Nous sommes en novembre 2025. Quand les classements des plus grandes fortunes musicales paraissent, on voit toujours les mêmes noms défiler. Taylor Swift à plus d'1 milliard, Beyoncé qui approche le milliard, Rihanna, Madonna, Céline Dion. Des chiffres fous, des vies exposées, des jets privés postés toutes les 3 heures sur Instagram. Et puis il y a une femme que personne ne cite jamais dans ces listes, et pourtant elle a vendu plus de disques physiques que toutes ces stars réunies à leur apogée. Plus de 350 millions d'albums vendus dans le monde. Un chiffre que même les experts de la RIAA ou de la SNEP ont du mal à contester quand on additionne les ventes certifiées Allemagne, France, Japon, Canada, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Amérique latine, Grèce, Belgique, Suisse, Autriche, Scandinavie. Partout où la musique s'est vendue en vinyle, en cassette ou en CD, elle était là. Cette femme s'appelle Nana Mouskouri. À 91 ans révolus, elle vit dans une villa si bien cachée au-dessus du lac Léman que même les paparazzis suisses, pourtant tenaces, n'ont jamais réussi à la photographier sans son accord. Elle n'a jamais fait la une de Voici pour un régime, jamais été surprise en maillot sur un yacht à Saint-Tropez, jamais balancée sur personne dans une interview. Elle a juste chanté. Avec une voix que les médecins ont longtemps trouvée impossible. Une seule corde vocale pleinement fonctionnelle, l'autre atrophiée depuis la naissance. C'est cette fragilité qui a donné à sa voix cette couleur si particulière, presque cristalline, capable de passer du murmure à l'émotion la plus brute sans jamais forcer. Une voix qui a fait pleurer des générations entières sans jamais hurler. Retour en 1934. La Canée, Crète. Son père, Costas, est projectionniste dans un petit cinéma de quartier. Sa mère, Alice, ouvreuse dans la même salle. La famille vit dans 2 pièces. L'occupation italienne, puis allemande, transforme la ville en camp de privation. Nana, qui s'appelle encore Johanna, dort avec sa sœur Jenny sous des couvertures trouées. Les sirènes hurlent, les avions passent, la faim tenaille. C'est dans ces nuits-là qu'elle commence à chanter. Pas pour la gloire. Pour faire taire la peur. Sa mère lui dit un jour, « Quand tu chantes, on oublie qu'on n'a rien à manger. » Déjà, à 6 ans, sa voix est un refuge. À 12 ans, la guerre finie, la famille déménage à Athènes. Nana entre au conservatoire hellénique. Les professeurs sont sévères. L'un d'eux la prend en grippe. « Tu chantes toujours faux, tu n'arriveras à rien. » Elle pleure, mais elle continue. Des années plus tard, un ORL célèbre découvrira la vérité anatomique. Une corde vocale unique. Cette soi-disant faiblesse deviendra sa signature absolue. En 1958, elle rencontre Mano Hadjidaki, le plus grand compositeur grec de l'époque. Il l'entend chanter dans un petit cabaret d'Athènes et lui dit simplement « Tu es la voix que la Grèce attendait. » Il lui écrit des chansons sur mesure. Elle commence à enregistrer pour la radio grecque. Puis arrive 1960. Elle gagne le festival de la chanson grecque avec une mélodie traditionnelle réarrangée. Le monde commence à regarder. Mais l'explosion arrive en 1961. Quincy Jones, alors directeur artistique chez Philips, cherche une voix pour un projet européen. Il entend une démo de Nana. Il signe immédiatement. On lui demande d'enregistrer une version allemande d'une chanson grecque, Les Roses Blanches d'Athènes. Sortie en octobre 1961. Elle reste 36 semaines numéro 1 en Allemagne de l'Ouest. 36 semaines. À l'époque, c'est un record absolu pour une artiste non germanophone. Les Allemands l'adoptent comme une des leurs. On la voit partout, à la télévision, dans les journaux, dans les fêtes de bière où elle chante en dirndl avec ses lunettes noires. Elle devient « Die Griechen Miederbrille ». Et là, plus rien ne l'arrête. Elle enchaîne les langues comme d'autres enchaînent les tenues. Grec, allemand, français, anglais, espagnol, italien, japonais, hébreu, portugais, néerlandais, gallois, même du coréen sur un album spécial. Plus de 1500 chansons différentes. Plus de 200 albums studio. Elle est la première artiste à être simultanément numéro 1 dans 5 pays la même année. En 1968, elle représente le Luxembourg à l'Eurovision et finit 8e, mais sa chanson L'enfant au tambour devient un tube mondial. Au Japon, elle est une icône absolue. Elle y vendra plus de 20 millions d'albums rien qu'entre 1970 et 1990. En Allemagne, elle reçoit plus de 300 disques d'or et de platine. En France, elle est l'artiste étrangère la plus vendue des années 70 derrière les Beatles. En 2025, quand on regarde les chiffres officiels, elle est toujours dans le top 3 des artistes féminines les plus vendues de tous les temps. Derrière peut-être Madonna et Rihanna, devant Céline Dion,
Barbra Streisand, Whitney Houston, Mariah Carey. Et pourtant, quand on parle de luxe, de fortune, de vie de star, son nom ne vient jamais. C'est ça, le mystère Nana Mouskouri. Elle a tout gagné sans jamais jouer le jeu de la célébrité tapageuse. Comment fait-on pour transformer une voix en un empire de 300 millions de dollars sans jamais montrer son compte en banque? D'abord par la quantité industrielle de disques vendus à l'époque où un album rapportait vraiment de l'argent. Entre 1961 et 1995, le monde achetait des vinyles, des cassettes, des CD. Un album de Nana se vendait en moyenne à 2 millions d'exemplaires par sortie, parfois beaucoup plus. En Allemagne seule, elle a vendu plus de 60 millions d'albums certifiés. Même avec des royalties modestes à l'époque, 10 à 15%, les zéros s'accumulent très vite. Philips, puis Polydor, puis Mercury deviennent ses maisons mères. Chaque contrat est renégocié à la hausse. Elle touche des avances colossales pour l'époque, 1 million de dollars en 1975, 2 millions en 1981, des chiffres fous pour une artiste qui ne chante pas en anglais à 100%. Mais le vrai trésor, celui qui coule encore à flot en 2025, ce sont les droits d'auteur. Son catalogue est une mine d'or inépuisable. Plus de 1500 titres enregistrés dans 12 langues, ça veut dire que partout dans le monde, quelqu'un touche une redevance dès qu'une de ses chansons passe. En Allemagne, la GEMA lui verse encore plusieurs millions par an. En France, la SACEM fait de même. Au Japon, la JASRAC. Au Canada, la SOCAN. Et ainsi de suite. Ces chansons sont utilisées partout, dans des publicités pour des voitures allemandes haut de gamme, dans des feuilletons japonais, dans des films grecs, dans des compilations de Noël en Scandinavie, dans des mariages au Québec, dans des funérailles en Crète. En 2024, la série française Cassandra utilise Quand tu chantes en bande-son. Résultat, la chanson explose sur TikTok, entre dans le top 50 France Shazam, et déclenche une vague de streaming chez les moins de 25 ans. En quelques mois, plusieurs dizaines de millions d'écoutes supplémentaires. Et chaque écoute rapporte. En 2025, Nana touche encore entre 40 et 50 millions d'euros par an en droits d'auteur et streaming combinés. C'est plus que ce que gagnent la plupart des stars actuelles avec des tournées monstres. Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, elle a plus de 2,5 millions d'auditeurs mensuels réguliers. Ça paraît peu à côté des chiffres de Taylor Swift, mais multiplié par des milliers de chansons et des décennies d'accumulation, ça fait des sommes folles. Et surtout, Nana n'a jamais dilapidé. Elle a toujours vécu en dessous de ses moyens. Pas de villa à Saint-Barth, pas de flotte de Ferrari, pas de fête à 1 million la soirée. Elle a placé, investi, diversifié. L'immobilier suisse, les obligations, les actions discrètes. Elle a géré elle-même ou avec André Chapelle, son mari producteur, sans jamais passer par les managers voleurs qui ont ruiné tant de carrières. Résultat. Une fortune nette estimée en 2025 entre 250 et 350 millions de dollars selon les sources les plus fiables. C'est plus que Céline Dion à son apogée, plus que Barbra Streisand d'aujourd'hui, et pourtant personne n'en parle jamais. Entrons enfin dans le sanctuaire. Depuis 1964, Nana vit en Suisse. D'abord dans un appartement chic à Genève, puis, dès la fin des années 60, dans une immense villa isolée dans la campagne vaudoise, à 15 minutes du centre-ville et à 5 minutes du lac. Une propriété d'au moins 1200 mètres carrés habitable sur un terrain de plusieurs hectares. Portal électrique, allée de gravier blanc impeccable, et de tuyas de 5 mètres de haut, vue à 180 degrés sur le lac Léman, le jet d'eau au loin et le Mont Blanc enneigé en toile de fond. La villa a été achetée alors qu'elle était encore mariée à Georges Petsila, son premier époux, mais c'est elle qui l'a entièrement repensée au fil des décennies. Sol en marbre de Carrare dans l'entrée, parquet ancien dans les salons, immense bibliothèque qui court sur 2 étages avec plus de 8000 livres en grec, français, allemand, anglais. Un studio d'enregistrement professionnel où elle continue parfois d'enregistrer des démos privées. Un salon principal dominé par un piano à queue Steinway et son noir de 1987, cadeau de sa maison de disques pour ses 50 ans de carrière. Les murs sont couverts de plus de 300 disques d'or et de platine encadrés, de photos avec Quincy Jones, Frank Sinatra, Harry Belafonte, Charles Aznavour, Leonard Cohen. Des toiles offertes par Mano Hadjidaki, Miki Theodorakis, Nikos Gatso, les poètes et peintres du légendaire cercle Floca d'Athènes. Une pergola entièrement recouverte de roses blanches, évidemment. Un petit pavillon de méditation tout au bord de l'eau où elle va encore certains matins boire sa tisane à la sauge en regardant les cygnes. Elle a une gouvernante à temps plein qui vit sur place, un jardinier, un chauffeur, un cuisinier pour les grandes occasions.
Mais Nana fait encore elle-même certaines choses. Elle cueille ses herbes, elle trie ses partitions, elle écrit encore des lettres manuscrites à la plume. À Athènes, elle a possédé jusqu'en 2013 un appartement-terrasse de 300 mètres carrés rue Rigili, dans le quartier le plus chic de Kolonaki, juste en face de la maison de Mano Hadjidaki. Vue directe sur l'acropole illuminée la nuit. Parquet en chêne, meubles sur mesure, terrasse immense où elle donnait des dîners intimes pour 10 personnes maximum. Vendue 2 millions d'euros en 2013 parce qu'elle n'y allait presque plus. À Paris, elle conserve toujours un appartement de standing 145 mètres carrés dans le 7e arrondissement, près de la rue du Bac, à 2 pas des galeries d'art et des ambassades. Un pied-à-terre entretenu avec soin, utilisé par la famille ou les amis de passage. Valeur actuelle, entre 9 et 12 millions d'euros. Dans le garage de la Villa Suisse, une Mercedes-Benz classe S Maybach noire obsidienne avec intérieur crème, plaque genevoise discrète. Une BMW 760e hybride pour André. Un vieux Range Rover autobiographie vers forêt pour les chemins de montagne quand ils vont dans leur oliveraie du Péloponnèse ou à Skoplo. Pendant 40 ans, elle a affrété des jets privés pour enchaîner les continents. Challenger 604 ou 650, Falcon 7X, cabine configurée avec lit king size, table de travail, piano numérique portable, repas bio préparé à l'avance, thé grec importé de Kalamata. Elle montait à bord en tailleur Chanel ou robe simple, lunettes noires, un livre de poésie grecque ou française à la main, jamais plus de 5 personnes avec elle. Aujourd'hui, à 91 ans, plus de jets privés. Elle ne prend l'avion que pour des raisons exceptionnelles, comme en avril 2024 quand la Grèce et la France lui ont affrété un Falcon spécial pour chanter à Olympie lors de la cérémonie de la flamme. Escortée comme une chef d'État, elle a interprété l'hymne grec puis la Marseillaise sous les colonnes du temple d'Héra, la voix tremblante mais toujours pure. Ce fut sa dernière note en public. Derrière cette vie hors norme, il y a un homme, André Chapelle. Rencontré à la fin des années 70 alors qu'il devenait son producteur et arrangeur. À l'époque, Nana sort d'un divorce difficile avec Georges Petsila, père de ses 2 enfants. André entre dans sa vie doucement, sans bruit. Ils vivront 25 ans ensemble avant de se marier officiellement le 13 janvier 2003. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Je ne voulais pas perturber mes enfants, expliquera-t-elle simplement. André est devenu son ancre, son confident, son bouclier. Il gère tout dans l'ombre, les contrats, les droits, les archives, les documentaristes, les biographes. À 91 ans, Nana a la vue et l'ouïe qui baisse. André lit pour elle, choisit les musiques qu'elle écoute, décide qui entre ou non dans la villa. Il est là, toujours élégant, toujours discret, toujours amoureux. De son premier mariage sont nés Nicolas en 1968 et Hélène en 1970, affectueusement appelés les nous. Nicolas a choisi une vie loin des projecteurs. Lénou, elle, a embrassé la chanson. Elle a enregistré plusieurs albums en France et en Grèce, collaboré avec sa mère, et même si elle n'a jamais atteint les sommets maternels, elle a une carrière honorable et respectée. Sa fille, la petite fille de Nana, est aujourd'hui une violoniste classique prometteuse. Elle vient régulièrement jouer du Bach ou du Mendelssohn dans le Grand Salon de Genève. Nana pleure à chaque fois, discrètement, derrière ses éternelles lunettes noires. En octobre 2023, pour ses 90 ans, surprise nationale dans l'émission C'est à vous. Gâteau à étage, rose blanche partout, ancien collaborateur en larmes, Nana qui murmure « Je n'aurais jamais cru arriver jusque-là. Moi, l'enfant de la guerre. » Quelques mois plus tard, elle annonce qu'elle arrête tout. « Je veux partir avec dignité avant que la musique ne me quitte. » Sa dernière apparition publique restera Olympie, avril 2024. En 2025, les documentaires se multiplient. Arte, la RTS, la télévision grecque, Lina qui sort des coffrets remasterisés. Son album de reprise des Beatles de 1966 est réédité en vinyle luxe à 200 € l'exemplaire et s'arrache. Des jeunes de 18 ans découvrent Only Love ou Le Temps des cerises sur TikTok et pleurent sans savoir pourquoi. Des lettres continuent d'arriver chaque semaine à la villa. Des poèmes, des dessins, un livre relié à la main avec ses paroles traduites en mandarin par une admiratrice chinoise. Sa fortune est colossale, mais c'est sa façon de vivre qui raconte tout. Une vie sans bruit, sans éclat inutile, juste de la beauté, de la dignité, de l'amour et de la musique qui continue de tourner quelque part dans le monde à chaque seconde. Dites-moi en commentaire quelle chanson de Nana vous a marqué pour toujours. Échangeriez-vous toute la célébrité bruyante d'aujourd'hui contre ce luxe absolu, mais totalement silencieux? Likez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a déjà pleuré en entendant sa voix. Abonnez-vous, activez la cloche.
On se retrouve très bientôt pour une autre vie légendaire que le monde a presque oubliée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Quelque part près du lac Léman, une dame de 91 ans sourit peut-être en ce moment même en pensant qu'on parle encore d'elle. À très vite.